Partie 3. Forever Young. Comme vous avez pu le remarquer dans cet épisode, j'utilise beaucoup de terminologie religieuse et psychologique. Même si je ne suis pas religieux, à la limite plus spirituel de manière relativement restreinte, la religion, de par mon empreinte initiale, mon éducation, c'est dans mon ADN mental. C'est la métaphore première qui fait interface entre moi et le monde. Par-dessus, j'ai rajouté des surcouches psychologiques, créatives, scientifiques et technologiques, mais ça reste le langage qui me fait vibrer le plus. Ça vient taper dans une zone archaïque et viscérale chez moi. Comme pour tout le monde sur cette terre, mon cerveau est une boîte noire, et si j'ai une idée de ce qui y rentre et de ce qui en sort, la mécanique interne reste un mystère. Mais la psychologie, la psychanalyse dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, elle n'apporte que des modèles empiriques de ce qui se joue, autrement dit encore, des métaphores. Un lot de concepts et de règles du jeu. J'ai commencé à flirter avec la psychologie un peu avant mes 18 ans. Donc c'est arrivé après l'âge d'imprégnation, de haute susceptibilité. Même si je peux m'enthousiasmer pour certains modèles, il ne reste que ça pour moi, juste des modèles, des approximations du réel. Et donc, dépourvu d'attachement irraisonné, je me sens libre de basculer de l'un vers l'autre. À travers les livres qui traînaient à la maison, puis les cours de philo au lycée, j'ai découvert Freud et la psychanalyse. Je trouvais ça intéressant, mais ça ne provoquait pas de moment eureka dans ma tête. Puis j'ai découvert Jung, et là, le ciel s'est fendu en deux, et les anges ont sorti leurs trompettes. Le psychanalyste suisse, qui a cheminé un temps aux côtés de Freud, s'est intéressé de près aux cultures et religions du monde entier, et remarqué qu'il y avait des ressemblances frappantes entre celles-ci. Des ressemblances qui ne pouvaient s'expliquer par de simples copier, coller, remixer. On voyait apparaître des motifs dans des populations qui n'avaient aucun contact direct. Et cette constatation a été un terreau fertile pour lui à bien des niveaux. Pour sa métaphore de l'homme, il a théorisé qu'à l'intérieur de toute personne, il y a une structure préalable, les archétypes, autour desquels les expériences vont s'enrouler progressivement, faire sens alors que notre conscience va prendre forme. Ils vont permettre une sorte de grille d'analyse invisible de toutes les interactions entre les gens ou à l'intérieur d'une personne. Le héros, l'orphelin, l'amoureux, l'hors-la-loi, le bouffon, le magicien et j'en passe. Ça vous fait penser aux lames du tarot ou aux personnages peuplants les romans, je vous rassure, ça n'a rien de hasard. C'est des figures qui sont fortes et qui vibrent en chacun de nous, et donc naturellement elles vont avoir tendance à s'exprimer, à se manifester dans nos écritures, tous nos travaux d'invention. Donc, dans nos contes et dans nos religions. À mesure que l'enfant grandit, certains archétypes vont être stimulés, d'autres laissés de côté, et encore d'autres carrément réprimés. Et ça va façonner notre personnalité opérative, notre masque social, ce qu'on s'autorise à laisser filtrer de qui on est. Pour Jung, le but de la vie, c'est d'aller découvrir notre ombre, autrement dit, notre partie refoulée, de les éclairer, de les comprendre et les intégrer dans qui on est. C'est le processus d'individuation. Ce n'est pas juste un but théorique, il y a réellement une force qui nous pousse aux fesses dans cette direction. Tout contenu refoulé va nous revenir au visage encore et encore, jusqu'à ce qu'on le regarde en face. Notre vie est un peu une série de boucles, où l'on va rencontrer encore et encore les mêmes expériences émotionnelles. La façade peut varier, mais la structure et surtout la finalité demeurent. Ça nous ramène au même endroit, et aux mêmes émotions, et aux mêmes relations. Notre écriture ne fera pas exception. En roue libre, ou même de manière contrôlée, on verra émerger les mêmes schémas comme autant de fractales fascinantes. Écrire nous offrira toutefois un grand avantage. C'est peu coûteux. On n'a pas besoin de ruiner notre vie avec nos obsessions. On peut se contenter de maltraiter nos personnages comme un dieu pervers. Être objectif quant à sa propre vie est compliqué car on est naturellement sur la défensive et on se retrouve à rationaliser nos bêtises, à se trouver mille excuses. C'est toujours la faute de l'autre, du parent, du voisin, de la société, si quelque chose ne va pas dans notre vie, si nos actions sont quelque peu discutables. Par contre, même si on est connecté à nos personnages et qu'on a de l'empathie pour eux, on aura plus de chances de pouvoir prendre du recul. Et si en plus à notre première histoire s'ajoutent d'autres,
le recul s'approfondit. L'identification aveuglante laisse place à l'émergence des schémas, des tendances. On va voir apparaître en filigrane un portrait intéressant de notre ombre. Pour revenir sur la notion de possession évoquée précédemment, quand on se laisse aller à canaliser des énergies, on peut adopter une métaphore religieuse ou occulte en parlant d'anges gardiens, d'esprits, de démons, mais si on change de métaphore, on peut voir ça comme une connexion à des énergies inconscientes existant dans notre tête, des versions personnalisées des archétypes. Et ce qui va les rendre belles ou détestables, c'est souvent l'effet qu'a pu avoir sur elles le donjon dans lequel on les a enfermées. Plus on en est dissocié, plus on va les violenter. Plus, quand elles ressortiront à la surface, dans un moment de mégarde, elles le feront en mode kamikaze, portant les masques les plus monstrueux et les plus immoraux. Elles auront besoin d'être maternées pour retrouver une forme neutre, et donc, j'imagine, amorale. Après, c'est à nous, à notre partie consciente, sur un mode paternel, de leur donner une place et des limites, de les inclure dans nos pensées et nos actions, alors que nous avançons de manière morale. Voilà, ça sera tout pour cette partie. Pour les deux suivantes, on va parler d'hypnose. Je vous dis à tout de suite, ou à très bientôt. Ciao!